Chers auditeurs, bonjour, heureux de vous retrouver. Nous avons vu dans la vidéo précédente quand, comment et où l'ambassade du Maroc a été profanée par la profanation du drapeau qui y était hissé. Nous savons également qui sont les auteurs de cette profanation. Celle-ci constitue une violation caractérisée des valeurs sacrées du Royaume du Maroc. Le contexte, on le sait. C'est la crise politique survenue entre Rabat et Berlin sur la question du Sahara, n'ayant pas atteint le degré de rupture diplomatique, heureusement. En tout cas, jusqu'à ce jour, même si le malaise diplomatique qui dure entre Rabat et Berlin depuis plusieurs mois a augmenté d'intensité, aujourd'hui 6 mai 2021, par la décision du Royaume du Maroc de rappeler son ambassadeur à Berlin pour consultation. Cependant, pour mieux analyser, même succinctement, cet événement, aussi grave qu'inattendu, il nous faudrait d'abord définir ce que nous entendons par l'expression « valeur sacrée ». Mais puisque la violation en question a été perpétrée contre un symbole installé dans un établissement étatique particulier, à caractère international, c'est-à-dire une représentation diplomatique appelée ambassade, il convient donc de savoir auparavant ce que signifie celle-ci. Une ambassade est une mission diplomatique de l'État dont elle relève politiquement et administrativement, en constituant son prolongement territorial auprès du pays d'accréditation. À l'ambassade du Maroc à Berlin, on est donc au Maroc dans l'Allemagne et inversement pour l'ambassade d'Allemagne à Rabat. Mais personne ne s'imaginerait que des individus puissent, même en pleine nuit, profaner le drapeau allemand dans la capitale marocaine, même si aussi en Occident, on ne compare pas Rabat et Berlin en termes de potentialité économico-militaire. Ce qui s'est donc produit samedi dernier à Berlin est une honte pour l'Allemagne fédérale. Et il nous paraît aussi étrange que curieux qu'une telle attaque, que l'on n'imaginerait même pas dans une ambassade étrangère en Somalie, et puisse se produire dans une capitale occidentale de l'un des pays européens les plus réputés par son système sécuritaire, ses structures de sûreté nationale, réputées également par l'ordre et la rigueur en matière de contrôle et de surveillance des établissements publics. Voilà pourquoi tant d'interrogations se posent et tant de questions sur cet acte délictuel devraient être posées aux autorités allemandes. La profanation du drapeau marocain à Berlin est un viol caractérisé des valeurs sacrées de toute une nation. Et l'on sait que ces valeurs, appelées aussi valeurs essentielles en France, ou valeurs fondamentales en Chine, ou désignées ailleurs par un autre synonyme, sont notamment symbolisées par le drapeau national, l'hymne national, la devise nationale ou les armoiries d'un pays. Et c'est dans ces quatre notions distinctes, mais interdépendantes ou composées, que se trouvent parfois d'autres valeurs sacrées en termes de contenu, dont l'une ou plusieurs de ces notions distinctes ne sont que des titres de contenants. Ainsi, au Maroc par exemple, la devise est un contenant, à 3 éléments en contenu. Mais expliquons d'abord sommairement le sens de la devise nationale d'un pays avant d'évoquer celle du Maroc. La devise d'un pays est une formule qui caractérise sa philosophie de gouvernance, les règles essentielles devant commander la vie communautaire des citoyens et les principes directeurs de sa politique générale. Par exemple, la République française a choisi comme devise liberté, égalité, fraternité. Aussi, la devise nationale de l'Allemagne fédérale est unité, droit, liberté. Vous pouvez donc remarquer que les éléments des devises nationales, même si généralement leur nombre ne dépasse pas 3, ne se ressemblent pas forcément, bien que les valeurs qu'elles proclament expriment toujours des principes universels d'humanité salvateur pour le bonheur des peuples et la paix dans tous ses sens et ses niveaux. Et même si ces devises contiennent aussi un ou deux principes identiques, l'on trouve qu'ils diffèrent cependant en termes d'agencement, en ordre de priorité ou de classement. Ainsi, pour ne pas aller trop loin, prenons deux États européens riverains et alliés représentant encore le noyau et le cœur battant de l'Union européenne, à savoir la France et l'Allemagne. Que remarquons-nous?
Eh bien, un ordre diamétralement opposé de l'une de leurs valeurs sacrées qu'incarne la liberté. Car, tandis que celle-ci vient prioritairement à la tête de la devise française, donc de la Révolution française, la liberté, elle, vient en dernière position dans la devise germanique. Il va sans dire que cette différence d'agencement des valeurs nationales, comme on les appelle en Allemagne, ne signifie pas la marginalisation de la liberté dans ce pays. Mais, attention, elle avise cependant que l'unité et le droit passent d'abord. Mais il est cependant regrettable de constater que l'élément central de la devise de l'Allemagne n'a pas été mis en œuvre par les autorités germaniques dans l'attaque de l'ambassade du Maroc à Berlin, d'autant que la scène était étrangement douloureuse, donnant l'impression d'un affrontement se déroulant dans un endroit non sécurisé où règne le chaos, pour ne pas dire la loi de la jungle. Revenons à cette triste scène où un agent marocain de l'ambassade civile et non armé était en face de 3 hommes, y compris un photographe qui tenait à filmer l'événement, et livré à lui-même, ne savait pas trop où trouver au moins un policier censé protéger l'établissement étatique d'un pays étranger dont nous venons de décrire la nature et la mission. Un homme qui appelait au secours du droit, le droit, deuxième valeur des valeurs sacrées au national de l'État fédéral de l'Allemagne. Écoutez-le crier. Police, police! Polizei! Hallo! Polizei! Hey hey hey, niet slaan! Mais la police, hélas, n'était pas là. L'appel du Marocain n'était qu'un cri sans écho comme dans le désert. Alors, sans rencontrer un seul policier à sa rescousse, le brave homme et la brave femme, tous deux Marocains, prenant leur courage à 2 mains comme un lion et une lionne, contraignent les 2 bandits hors la loi à la fuite, après avoir asséné un coup de poing à l'un d'eux, qui laisse derrière lui l'échelle utilisée dans l'agression. Ces 2 agents de l'ambassade du Maroc à Berlin mériteraient un hommage particulier car, faisant plus que leur tâche de gardien en permanence durant un jour férié le week-end, ont-ils accompli le devoir des services de sécurité allemands à leur place, des services en absence ou en défaillance. La brave femme mériterait encore une honoration par distinction, voire une gratification d'insigne, une décoration nationale pour avoir courageusement défendu le drapeau national, affrontant 2 hommes simultanément toute seule, même pour quelques minutes, où son compatriote marocain, peut-être son mari, était éloigné en tout cas d'elle à la recherche d'agents de sécurité de l'ambassade qui avaient donc gravement failli à leurs sérieuses fonctions. Cette carence sécuritaire allemande flagrante n'était évidemment pas sans réaction marocaine, aussi bien gouvernementale qu'au niveau des médias. À ce propos, le journal L'Observateur, dans son édition du 24 avril, s'étonnait en faisant le commentaire suivant, je cite. Les policiers allemands, censés protéger la représentation diplomatique du Maroc, comme celle d'autres pays, étaient aux abonnés absents. Aucun geste de quelque nature qu'il soit n'a été enregistré montrant qu'il y avait au moins une tentative de dissuader ou d'interpeller les intrus. Cette négligence ne passe pas à Rabat, qui a déjà manifesté sa réprobation de la passivité allemande face à d'autres actes hostiles au Maroc. Revenons à la brave femme de l'ambassade en la voyant défendre le drapeau national. N'en risquait-elle pas jusqu'à sa vie devant des criminels dont l'un, regardez bien, sans scrupule, n'hésitait point à la frapper lâchement aux mains? N'aurait-elle pu recevoir ces mêmes coups à la mâchoire ou ailleurs, voire un coup fatal? En regardant cette femme patriote bondir furieusement, à la seconde même où le drapeau marocain fut jeté à terre sous ses yeux, j'ai pensé à 3 sagesses sur le patriotisme. La première, un proverbe originellement français, parlant justement du drapeau, peut-être la plus courte des citations qui puisse exister en la matière, tient en 4 mots, à savoir « drapeau conforte l'âme patriote ». Deuxième sagesse, encore d'origine française,
et celle du général de Gaulle quand il nous apprend que le patriotisme, c'est aimer son pays. Et l'on ne peut pas prétendre que cette femme-là n'aime pas le Maroc. Enfin, la troisième sagesse, toujours française, pour mieux la retenir encore, émane de l'écrivain Philippe Meyer, quand il nous affirme, je cite, que le patriotisme n'a pas de frontières. Là encore, en défendant le drapeau marocain bec et ongle, comme on l'a vu, cette prestigieuse Marocaine cristallisait admirablement son patriotisme de très loin, en nous rappelant qu'il faut également et toujours protéger les valeurs sacrées de la nation, au-delà des frontières, 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 au-delà des frontières. Je suppose et espère que le ministre des Affaires étrangères a été attentif à cette femme-là, qui peut-être dans un autre pays recevrait l'honneur distingué qu'elle mérite en défendant les valeurs sacrées du royaume. Des valeurs qui, on le verra illico, ont toujours fait l'objet d'une attention inégalable par les souverains du Maroc. Le drapeau d'un pays symbolise son identité, sa souveraineté, sa dignité, sa sacralité. Et aucun citoyen occidental, encore moins un chef d'État occidental, n'accepterait que son drapeau national soit profané de la manière humiliante dont le drapeau marocain avait été criminellement arraché et jeté par terre. Donald Trump, l'ex-président de la première puissance mondiale, en a donné l'exemple plusieurs fois à propos du drapeau américain. En France aussi, plus proche géographiquement, les exemples ne manquent pas. N'avait-on pas appris que le chef de l'État français, M. Jacques Chirac, avait réagi avec colère contre des supporters bastillais qui ont sifflé la Marseillaise avant le début de la rencontre Lorient-Bastia à la finale de la Coupe de France de football le 11 mai 2002. Le président de la République n'a-t-il pas quitté la tribune et exigé des excuses de la Fédération en déclarant à TF1 « C'est inadmissible et inacceptable. Je ne tolérerai pas et n'accepterai pas que soit portée atteinte aux valeurs essentielles de la République et à ceux qui les expriment. » Revenons sur cet épisode marquant de l'histoire nationale française concernant ces valeurs sacrées, appelées en France, rappelons-le, valeurs essentielles. Écoutons et regardons-en le reportage de la télévision française, France 3. Bonsoir, colère de Jacques Chirac ce soir au Stade de France. Le président a quitté la tribune officielle avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France entre Bastia et Lorient. La Marseillaise venait d'être sifflée par une partie du public. Hervé Guéquier. La Marseillaise, sifflée notamment par des supporters de l'équipe de Bastia. Jacques Chirac interroge son voisin Claude Simonet, le président de la Fédération française de football, puis quitte la tribune, très en colère. Quelques irresponsables ont cru devoir siffler la Marseillaise ce soir au début de ce match. C'est inadmissible et inacceptable. Je ne tolérerai pas et je n'accepterai pas que soit portée atteinte aux valeurs essentielles de la République, aux valeurs essentielles de la République et à ceux qui les expriment. Et à ceux qui les expriment. Quelques minutes plus tard, Claude Simonet, lui aussi furieux, s'adresse au public du Stade de France à la demande du président Chirac. La Fédération française de football présente ses excuses à la France parce qu'on a sifflé la Marseillaise. La Marseillaise est l'hymne national. Tout le monde doit le respecter. Le match ne reprendra que dans la sportivité parce que nous sommes des sportifs. Ce soir, la finale de la Coupe de France, Bastia-Lorient, aura donc débuté avec 20 minutes de retard.
Toutefois, Jacques Chirac, s'il est revenu dans la tribune officielle, n'est pas allé saluer, comme il est de coutume, les joueurs des deux équipes. C'est la première fois depuis la création de la Coupe de France en 1918 qu'un président de la République ne descend pas sur le terrain. Ainsi, outre le fait d'avoir quitté le terrain en exigeant la présentation d'excuses au peuple français de la part de la Fédération française de football, et outre le fait d'avoir sanctionné les siffleurs de l'hymne national français en s'abstenant de descendre sur le terrain pour saluer les joueurs des deux équipes, et pour la première fois dans l'histoire du football français, outre toutes ces mesures punitives, le chef de l'État français manifestera son indignation durant tout le match à travers les traits de son visage, sans le moindre sourire, ni la moindre expression d'enthousiasme ou d'admiration pour un quelconque geste de performance ou une belle action de jeu de la part d'un joueur. Visage grave et mécontent, il le demeurera du début à la fin du match. Tant il a su montrer qu'on ne plaisante pas avec les valeurs essentielles de la République française, soit ses valeurs sacrées. Mais il convient de signaler que le sifflement de l'hymne national français en cette journée du 11 mai 2002 n'était qu'une récidive du 6 octobre 2001, où une partie du public, constituée essentiellement, pour ne pas dire intégralement, de résidents algériens en France, lors d'un match opposant l'Algérie à la France dans ce même stade de France. Écoutons encore le journaliste speaker de France 3. Déjà, le 6 octobre dernier, dans ce même stade de France, l'hymne national avait été sifflé par une partie du public lors du match de football France-Algérie. Comment donc trop s'étonner que le régime algérien, qui put insuffler à une catégorie de ses ressortissants en France la violation des valeurs essentielles de ce pays occidental lors d'une rencontre sportive populaire, puisse encore le faire directement contre le drapeau marocain à Valence par les mains du Polisario, pantin entre ses mains, ou indirectement par les séparatistes du RIF à Berlin. Et même en Allemagne fédérale, le souci de respecter la sacralité des valeurs dites nationales dans ce pays n'est pas moins réel et patent qu'en France. Les cas démonstratifs ne manquent pas non plus. Limitons-nous-en à l'un des plus significatifs, et sous l'ère même d'Angela Merkel encore. Par exemple, en mars 2018, alors qu'une secrétaire d'État a suggéré de changer deux termes jugés sexistes dans l'hymne allemand, la proposition a provoqué un tollé chez les conservateurs. Par l'entremise de son porte-parole, Angela Merkel s'est-elle dit très satisfaite de l'hymne actuel. Bas les pattes, a réagi pour sa part l'extrême droite, alternative pour l'Allemagne AfD. Nous voulons garder notre patrie dans les chansons faisant partie de la culture allemande et dans la vraie vie. Fin de citation. Revenons maintenant au Maroc et aux Marocains. Qu'en est-il de leurs valeurs sacrées et quel est leur degré de conscience et de respect à l'égard de ces valeurs? Commençons par la devise nationale. À l'instar de la France et de l'Allemagne dont nous venons de parler, comme d'ailleurs pour presque tous les États de la planète, la devise du royaume est constituée de trois valeurs fondamentales, à savoir Dieu, la patrie, le roi. S'agissant donc de la devise du royaume du Maroc, Dieu, la patrie, le roi, cette devise est établie par la Constitution. Ces trois composantes sont considérées par la nation comme des valeurs sacrées. Mais si la Constitution ne le dit pas clairement, les souverains constitutionnels ayant reçu l'acte d'allégeance du peuple l'affirment. Mohamed V, premier souverain du Maroc indépendant, fut le premier à sensibiliser le peuple marocain et son armée sur l'importance des valeurs sacrées de la patrie au premier anniversaire des forces armées royales, le 14 mai 1957. Écoutons-le. À la vérité, l'armée royale ne compte pas 30 000 hommes. Ses effectifs sont de 10 millions de soldats. Tel un seul homme, militaire et civil, répondront à l'appel de leur souverain chaque fois qu'il le jugera utile. Unis dans un même idéal et dans une même foi, ils n'hésiteront pas à marcher de l'avant dans la voie du sacrifice pour que vive le Maroc, Dieu, la patrie et le roi. Fin de citation. Vous l'avez bien remarqué, le roi parlait de 10 millions de soldats, soit le nombre des habitants nationaux du Maroc à l'époque,
au lieu des 34 000 hommes et femmes qui constituaient les forces armées royales. Donc tout un peuple pour défendre ses valeurs sacrées. Bref, une nation de combattants. Son successeur ne manquera pas non plus de souligner au peuple à maintes reprises l'importance des valeurs nationales sacrées. Restons fidèles aux serments et aux legs de nos aïeux pour préserver les valeurs sacrées de la nation qui se sont maintenues à travers les âges grâce à la fidélité et au sens de l'honneur des citoyens, à leur bravoure dans la défense de la patrie, à leur foi en Dieu et à la symbiose qui les lie à leurs illustres souverains. » Fin de citation. Son successeur, Sa Majesté Mohamed VI, le soulignera nettement à son tour, en parlant également aux Marocains. Je cite: « Tu célèbres cette fête du trône avec un éclat particulier en raison de la signification profonde que tu as toujours donnée à cet événement qui incarne pour toi la symbiose entre les trois valeurs sacrées du royaume, l'islam, la monarchie et la patrie. » Fin de citation. Et les termes valeurs sacrées du royaume concernent évidemment les civils comme les militaires, ceux qui vivent à l'intérieur du pays comme à l'étranger, particulièrement ceux des deuxième et troisième générations, en Europe. Fin de citation. Comme si, en insistant sur les termes deuxième et troisième génération de Marocains, le souverain, sur une vision prémonitoire, percevait de loin, parce qu'il y a quand même plus de 2 décennies de ce discours, percevait donc de loin l'éventualité d'un acte de profanation des valeurs sacrées du royaume de la part d'individus peu patriotes ou peu lucides, fragiles de conscience, facilement manipulables de l'extérieur pour peu de choses de basse valeur et de basse motivation. S'agissant des militaires, Feu Hassan II avait accentué aux forces armées royales l'honneur qui leur échoit de défendre les valeurs sacrées du royaume. Faillir à cette sublime et sérieuse tâche aurait des conséquences infiniment fâcheuses contre l'intérêt général, certes, mais contre un quelconque militaire qui s'y aventurait. Aussi, dans un message royal, le roi Mohamed VI, en sa qualité de chef suprême et chef d'état-major des forces armées royales, rappellera aux militaires leurs obligations nationales sacrées. Je cite: « Puisse Dieu couronner de succès vos actions au service de votre devise éternelle, Dieu, la patrie et le roi. » Fin de citation. Valeurs dites essentielles de la République en France, ou valeurs dites sacrées du Royaume du Maroc, toutes ces valeurs sont sacrales aux yeux des 2 souverains respectifs à Paris et à Rabat. Le roi Mohamed VI n'aura pas manqué d'inviter les Marocains à cheminer dans ce sens. Je cite: « Nous avons appelé à redoubler d'efforts pour galvaniser les énergies, à rénover les conceptions et les méthodes, à élargir les perspectives pour t'habiter à aborder le 3e millénaire plus attaché que jamais aux valeurs sacrées. » Fin de citation. Nous voyons donc bien que les souverains marocains ont toujours veillé, depuis la libération du Maroc, État séculaire et millénaire, au respect des valeurs sacrées de la nation avant tant de pays occidentaux, et que par là, Hassan II n'était pas moins ferme et moins intransigeant en la matière que son homologue français Jacques Chirac, lorsque l'hymne national fut sifflé au Stade de France. Et observe-t-on également que le roi Mohamed VI n'est pas moins attaché et respectueux des valeurs sacrées qu'Angela Merkel, qu'il s'agisse de l'hymne national ou du drapeau marocain, qu'il tient d'ailleurs lui, roi du Maroc, à embrasser publiquement avant tout citoyen marocain à chaque cérémonie officielle idoine. Et ce geste patriotique éloquent n'est pas l'invention du roi Mohamed VI, c'est un legs de son grand-père. N'est-ce pas donc regrettable d'assister aujourd'hui à 2 phénomènes très opposés? Le premier, où tous les rois du Maroc, premiers serviteurs du peuple, honorent le drapeau de la patrie en l'embrassant publiquement. Le second, où des individus irrespectueux du peuple auquel ils prétendent pourtant appartenir, profanent ce même drapeau, en ignorant le sang des martyrs marocains du sacrifice de la dignité et de la liberté que symbolise le rouge, et l'esprit de foi, de paix et de prospérité que représente le vert. Regardez encore ces 2 images en contraste, l'une noble et constructive, l'autre ignoble et destructive.
Maintenant, pourquoi a-t-on profané le drapeau marocain en Allemagne? Ben, pour servir de vil dessein, d'injuste motivation contre deux peuples. Oui, deux peuples. Le premier, le peuple algérien d'abord, qui, aujourd'hui, par la voix du Hirak, revendique son indépendance d'un pouvoir politico-militaire qui l'oppresse depuis presque 6 décennies. Pourquoi encore a-t-on profané le drapeau marocain à Berlin? Ben, pour empirer la crise diplomatique actuelle entre le Maroc et l'Allemagne, dans l'intention de détériorer les relations historiques entre les deux pays, et ce, dans le cadre d'une nouvelle stratégie d'hostilité algérienne envers le Maroc, et dont nous aurons peut-être l'occasion de développer à part. Pourquoi encore a-t-on profané le drapeau marocain à Berlin? Dans l'espoir de renforcer le mouvement séparatiste polysarien par celui d'une minoritaire tendance rifène qui vient d'ailleurs d'être dénoncée et abandonnée par le véritable chef du mouvement initial nommé Zef Safi. C'est donc un pari perdu d'avance qu'aurait fait le pouvoir algérien en misant sur un cheval à la fois malade, boiteux, faible et inefficace. Pourquoi a-t-on profané le drapeau marocain à Berlin? Parce que les autorités allemandes auraient été en mèche avec les profanateurs d'un symbole national marocain sacré. Ils oublièrent ainsi l'attachement de la majorité écrasante du peuple allemand aux valeurs nationales du pays et leur chancelière Merkel à leur tête quand elle refusa la moindre modification à l'hymne national. Ainsi, par complicité, l'autorité germanique compétente aurait accepté contre autrui ce qu'elle considère inacceptable pour soi. Pourquoi enfin a-t-on profané le drapeau marocain à Berlin? Mais parce qu'un État occidental, aspirant à représenter l'Union européenne par un droit de veto au Conseil de sécurité tant espéré, aurait fait plaisir à des séparatistes et des hors-la-loi de leur patrie, à la solde d'un régime politique hostile à l'unité territoriale marocaine dont les dirigeants, bien que placés à la tête de leur État, n'ont cependant ni la culture d'État, ni l'éducation d'État, ni la stature d'État, ni l'esprit d'État, ni la conscience d'État. Ah, une précision. Ces qualificatifs décernés aux véritables dirigeants militaires de l'État algérien ne sont pas des critiques gratuites de dénigrement de notre part. Ce sont plutôt des épithètes de synthèse ou de déduction, ou encore des attributs clairement exprimés que leur affectent soit des politologues et analystes européens, soit des rapports de services de renseignement occidentaux, la CIA en tête. Nous voyons donc bien que c'est par l'un des symboles des valeurs sacrées que des entités politiques étrangères s'attaquent au royaume du Maroc pour tenter de le déstabiliser politiquement en le blessant moralement, même vainement. Vainement parce que, mis à part des individus déloyaux, traîtres, corrompus, mercenaires, renégats ou ingrats, on peut encore prolonger la liste des qualificatifs honteux, les Marocains, y compris les opposants politiques vivant à l'étranger, sont quasiment unanimes à respecter la devise nationale du pays, car conscients que les symboles qui expriment ces valeurs vitales sont salutaires au salut de tous, et que c'est bien la monarchie qui assure leur union dans la diversité, voire la divergence, et leur pérennité vers la prospérité au présent et pour la postérité. Voilà pourquoi les Marocains ne doivent pas être non plus moins conscients que les Américains, les Espagnols, les Français, les Allemands et tous les autres États, et surtout les grandes nations. Les valeurs sacrées alimentent nos esprits et réconfortent nos âmes, comme disait Saint Jean de la Croix. À la prochaine vidéo, si Dieu l'admet, je l'espère.